Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour le développement de l'actualité à la mi-journée en Bourgogne. Voici les titres de cette édition. Manifestation ce matin à Dijon des agriculteurs bio de la région. Ils revendiquent des moyens financiers supplémentaires et une plus grande reconnaissance de leur travail. La chocolaterie de Bourgogne est sauvée. Elle est reprise par un fonds d'investissement néerlandais, mais 110 emplois sont supprimés, soit un tiers de l'effectif. Quelles sont les nouvelles dispositions du permis de conduire? Nous ferons le point dans notre grand direct du midi à Dijon avec Franck Ménestret et ses invités. Mais avant de développer ces titres, retour sur la découverte de ce cadavre dans un jardin de Sardy-les-Épiries dans la Nièvre. Le corps est celui d'un jeune homme de 29 ans qui a visiblement été sauvagement frappé avant d'être assassiné. Son père avait signalé sa disparition il y a 10 jours. Le point ce matin sur place avec Stéphane Robert et Gabriel Talon. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous le voyez derrière moi, première chose, les constatations d'usage faites par les policiers sont terminées. Conséquence, le chemin du halage qui borde le canal du Nivernais et qui emmène ici au lieu-dit La Vauvelle sur la commune de Sardy-les-Épiries près des carrières de Pic-en-Poix est donc ouvert à la circulation à nouveau. Il avait été bouclé dimanche soir, le jour de cette macabre découverte, pour permettre aux policiers de travailler. Cet homme, Michel Bergonzini, 29 ans, qui vivait dans une caravane, a été découvert derrière la maison, enseveli sous de la terre et sous des tôles. Ce fait divers, vous l'imaginez, fait beaucoup parler dans le Corbigeois, mais peu de personnes interrogées ce matin étaient au courant d'une présence ici sur ce lieu-dit. Les circonstances de sa mort restent donc mystérieuses et l'enquête, qui ne fait que commencer, devra les déterminer. Fait divers encore avec la découverte d'un corps à 8h ce matin le long de la voie SNCF à Lantenay près de Dijon. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. Le trafic des TGV et des TER a été totalement interrompu entre Montbard et Dijon. Environ 1000 passagers ont subi entre 1 heure et 2 heures de retard selon la SNCF. Le trafic a repris normalement vers 10h30. C'est la première fois qu'ils se font entendre dans la rue. Les agriculteurs bio de Bourgogne ont manifesté ce matin à Dijon. Ils étaient environ 150 devant le conseil régional pour réclamer plus d'aide financière et surtout davantage de reconnaissance pour leur filière. Reportage Anne Berger et Jean-François Guillemard. Ils sont venus de toute la Bourgogne, des agriculteurs bio inquiets pour l'avenir et qui ont fait leur compte. Les aides qu'ils reçoivent, une enveloppe de 40 millions sur 5 ans, redistribuées par la région, sont insuffisantes, surtout pour aider les exploitations qui veulent se convertir au bio. Ces 40 millions suffiront uniquement à convertir à peu près 4000 hectares par an, sur 5 ans, donc sur la prochaine PAC. Or, on sait d'ores et déjà que rien que pour cette année 2015, il y a plus de 8000 hectares qui se précisent et qui vont demander à passer en bio. Donc comment on fait ? Première bonne surprise, tous les agriculteurs bio présents seront reçus en salle des séances par des élus bourguignons qui se veulent d'entrée rassurants. Les aides sont bien là et même en augmentation puisqu'elles devraient finalement permettre d'accompagner la conversion de 6000 hectares par an, mais pas plus et pas pour n'importe qui. L'appel qu'on fait aux professionnels, c'est de maîtriser la conversion. Parce que si on a des conversions qui sont uniquement des conversions d'opportunité, ça gonfle les chiffres et on a face à nous des gens qui ne se tournent vers l'agriculture biologique que parce qu'il y a des aides. Pour la région, il y aurait donc des opportunistes dans les rangs de l'agriculteur bio. Pas sûr qu'un tel message calme une filière qui se sent déjà délaissée. Plus de 100 suppressions d'emplois. La reprise de la chocolaterie de Bourgogne a un goût amer pour les salariés. Après son placement en redressement judiciaire en octobre dernier, l'entreprise a été confiée à un fonds d'investissement par le tribunal de commerce de Dijon. Cécile Claveau. 110 emplois supprimés, soit un tiers des effectifs. C'est la triste nouvelle qu'ont appris les salariés de la chocolaterie de Bourgogne. Depuis fin octobre, l'entreprise était en redressement judiciaire suite à des difficultés de trésorerie d'environ 6 millions d'euros. Pour la reprendre, le tribunal de commerce a choisi les fonds d'investissement hollandais Varo Van Imbus, associés au ghanéen Plot, spécialiste du cacao. Un choix qui permet de sauver cette usine devenue célèbre notamment pour la fabrication des escargots en vin, mais qui pèse lourd en termes sociaux.
Seuls 185 emplois sont conservés. Des équipes chargées maintenant de redresser la barre. Un pari qui pourrait bien être difficile car plusieurs problèmes se posent. L'entreprise est notamment équipée d'énormes chaînes de production. Elles ne sont plus adaptées au petit volume que fabrique la chocolaterie depuis 2 ans. Ce matin, un comité d'entreprise avait lieu avec les nouveaux repreneurs pour évoquer l'avenir. Il devait être suivi par un rendez-vous à la direction du travail. Politique, une délégation spéciale va devoir gérer la ville de Varennes-Vauzelles dans la Nièvre. En effet, comme nous vous l'annoncions hier soir, le Conseil d'État a confirmé l'annulation de l'élection municipale de mars 2014. La liste d'Isabelle Bonicel était arrivée en tête avec seulement 26 voix d'avance sur la liste du maire sortant communiste Pascal Royard. Le Conseil d'État a estimé que la diffusion d'un tract entre les 2 tours avait altéré la sincérité du scrutin. Les habitants de Varennes-Vauzelles devront donc retourner aux urnes à une date qui n'a pas encore été précisée. La politique également à la une de notre revue de presse ce matin. Depuis hier soir, Lise Riget, on connaît la liste des candidats pour le premier tour des départementales et l'une des candidatures fait polémique à Autun. Oui, la préfecture de Saône-et-Loire a invalidé hier la candidature du binôme Front National dont faisait partie Mireille Lefebvre. Cette dernière a apporté la preuve que la signature enregistrée sur les documents de candidature pour le canton d'Autun 2 n'était pas la sienne. Un binôme recalé donc et une candidate contre sa volonté, titre le journal de Saône-et-Loire. Des inscrits sur une liste FN malgré eux, eh bien le cas s'était déjà présenté lors du dernier scrutin municipal à Louhans notamment. Alors on continue avec les élections départementales. Pour Lyon, ce sera 90 duels, enfin non, plutôt tandem dans 21 cantons et une division de la droite en perspective à Sens. Oui, Sens 1, un canton qui a les faveurs de la droite. En 2011, l'UMP Gilles Pirement était le seul candidat à avoir ravi un canton à la gauche dans Lyon. Mais aujourd'hui, il est contraint de partir sans étiquette avec son binôme Daniel Gisels. En cause des pressions de la députée maire de Sens, Marie-Louise Faure, qui lui a préféré un protégé pour l'investiture. Des divisions au sein de la droite dont la gauche et le FN espèrent profiter. Et puis les départementales à la une également du bien public. Là encore, on compte les inscrits, 90 binômes, soit 180 titulaires sur les 23 nouveaux cantons de la Côte d'Or. La préfecture qui a dû faire avec quelques pièces manquantes, mais dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé pour l'enregistrement des dossiers de candidature. Ils doivent être officiellement validés par un arrêté. Alors la grande question du jour, c'est Christian Paul votera-t-il en faveur de la loi Macron? On le saura cet après-midi, on y reviendra ce soir. Et puis le journal du Centre s'intéresse aussi à la réserve parlementaire du député socialiste de la Nièvre. Oui, elle est de 130 000 €. Je vous le rappelle, dans la Nièvre, 67 dossiers ont perçu de l'argent tiré de cette enveloppe accordée chaque année aux députés. Alors comment ont-ils été dépensés par Christian Paul? Eh bien une grosse partie pour des projets d'entretien et d'aménagement, mais aussi pour la culture, et notamment 15 000 € pour le festival L'Ormois de la chanson française, seulement 1 500 € pour la mise aux normes d'accessibilité des lieux publics. Merci beaucoup Lise, on vous retrouve ce soir. Elles font l'objet de négociations depuis plusieurs années entre professionnels et pouvoirs publics. Les nouvelles dispositions du permis de conduire sont toujours en cours de discussion. Alors où en est-on précisément? C'est le thème de notre grand direct du midi. Franck Ménestret et ses invités sont installés sur le parking du Parc des Sports de Dijon. Bonjour Franck, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Dijon. La réforme de la loi Macron votée ce soir à l'Assemblée. Dedans, il y a un point précis, celui qui concerne l'évolution du permis de conduire. On en parle tout de suite avec mes invités. Je vais les présenter. D'abord Jean-Benoît Roidor, moniteur de l'auto-école Ligne de conduite ici à Besançon. Bonjour. Et à vos côtés, Julien Laziou, fondateur du Permis Malin. Bonjour. On a choisi cette thématique aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a une évolution, on va dire, de la profession de moniteur d'auto-école. Vous étiez mobilisé ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? On a vu des auto-écoles, on va voir les images un petit peu partout à travers la France. Alors effectivement, il y a une très grosse mobilisation des auto-écoles dernièrement contre le projet de loi Macron et notamment certains articles, car évidemment tout n'est pas acheté dans ce projet de loi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les auto-écoles sont d'accord, mais il y a 3 points notamment qui posent problème aux auto-écoles. Rapidement, la suppression des 20 heures de conduite, qui nous paraît être un pas en arrière 20 énorme. 20 heures de conduite obligatoire avant de se présenter à l'examen. Exactement, et supprimer ces 20 heures serait pour nous un gros pas en arrière. Dans cet article apparaît aussi une possibilité de faire l'évaluation de conduite via Internet, ce qui nous paraît complètement absurde, tout simplement.
Et puis dernier point qui peut poser problème effectivement concernant les loueurs de véhicules équipés double commande. Et puis un accès qui serait beaucoup plus facile et déréglementé à ce niveau-là. Alors justement, vous évoquez les loueurs de voitures double commande. On va revenir vers vous évidemment. Julien Laziou, fondateur de Permis Malin, vous êtes un des précurseurs dans cette activité-là, louer des voitures double pédale. C'était quoi l'idée il y a 6 ans quand vous avez lancé cette affaire? Alors l'idée en fait c'était de solutionner un problème qu'on avait notamment en Ile-de-France, qui était le coût du permis de conduire qui était exorbitant. Il faut savoir que maintenant aujourd'hui une heure de conduite coûte environ 50 €. C'est vrai que l'objectif de Permis Malin c'était de proposer une heure de conduite qui soit 3 fois moins chère que celle de l'auto-école, pour une bonne raison, c'est qu'en fait il n'y a pas de moniteur dans nos véhicules et que c'est directement des parents ou des proches qui accompagnent leurs enfants dans les voitures. Est-ce que ça veut dire que dans le cadre de ce qui va être discuté ce soir à l'Assemblée nationale, demain quelqu'un peut venir vous voir et dire voilà, moi je sors pas d'une auto-école, j'ai rien appris en auto-école, j'ai jamais pris un volant entre les mains, je vais vous louer une voiture et je vais partir avec mon frère ou mon père qui va m'apprendre à conduire? Alors pas exactement, il faut savoir qu'aujourd'hui, comment nous fonctionnons, nous avons imposé en fait l'obligation d'avoir effectué au minimum 20 heures de conduite au préalable dans une auto-école. Donc les bases elles sont faites directement par le biais de l'auto-école, donc c'est de l'enseignement et c'est au-delà de ces 20 heures de conduite-là qu'on accepte de louer nos véhicules parce que là on considère que c'est de la pratique. Oui mais là Julien va vous faire réagir, j'imagine que vous devez réagir. Là il le fait par bonne conscience, mais si demain vous avez des concurrents qui n'ont pas cette exigence-là de 20 heures en auto-école, vous allez vous aligner sur vos confrères qui vont être moins exigeants. Qu'est-ce que vous en pensez? Très certainement, on imagine bien que si on déréglemente complètement toute cette partie-là, il y a des personnes qui vont s'engouffrer là-dedans et tout ça va être au détriment de la sécurité routière et des élèves. C'est-à-dire que sans formation, on peut pas imaginer mettre des enfants sur la route, car ce sont encore des enfants à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, on est encore très très jeune. On ne peut pas accepter que ces enfants soient mis en circulation en n'ayant pas eu une vraie formation réalisée par des professionnels. C'est-à-dire que le gros problème... Sont pas professionnels ? Ils sont professionnels dans le fait de louer je vais pas dire un mobilier urbain, mais un élément qui va permettre de se déplacer, mais derrière, dans tout ce qui va être la pédagogie, dans tout ce qui va être l'accès à un certain nombre de comportements, la compréhension de la route, ils n'ont pas été formés pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'ils aimeraient bien, Julien, je crois que vous aimeriez bien, vous, avoir cette possibilité de former des accompagnants, justement. Alors en fait, c'est surtout ça, c'est que sur le fait, en fait, du point de vue d'une formation obligatoire, on ne sait pas pourquoi on doit passer nécessairement par le biais de l'auto-école. C'est-à-dire qu'on veut, en fait, obliger l'accompagnateur à se former directement dans l'auto-école. La question est pourquoi nous-mêmes loueurs, nous ne pouvons pas en fait, par exemple, embaucher des moniteurs auto-école directement pour pouvoir former ces mêmes accompagnateurs, étant donné que la formation sera identique, sauf qu'elle passera pas par le biais de l'auto-école, mais directement par notre biais. Vous mettez souvent en avant aussi l'exemple de la conduite accompagnée, où vous dites quand un papa monte à côté de son fils au volant, il n'a pas été formé. Comment vous réagissez à ça? Il a été formé. Que ce soit pour de la conduite accompagnée ou de la conduite supervisée, il y a des rendez-vous obligatoires. Il y a un rendez-vous préalable en fin de formation. Donc il y a 2 heures de formation obligatoire avec un professionnel. Et ensuite des rendez-vous pédagogiques qui vont émailler le cursus éducatif de l'enfant. Je vous vois hocher la tête. En fait, c'est faux. Concrètement, aujourd'hui, la conduite accompagnée, la conduite supervisée, il faut être clair, il n'y a pas de formation pour l'accompagnateur. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Parce que, en fait, on exige au minimum dans les rendez-vous que monsieur vient de parler, on exige la présence d'au moins un des accompagnateurs. C'est-à-dire que si le jeune demain décide d'être accompagné d'une autre personne que celui qu'il a désigné à l'auto-école, il peut le faire. C'est-à-dire que s'il veut pas plus conduire avec son père et il veut aller avec sa mère qui, elle, n'a jamais suivi ces rendez-vous-là, c'est totalement possible. Donc au final, c'est nul pour moi, il n'y a pas du tout de formation. Et faut savoir que ces personnes-là, qui sont dans la conduite accompagnée ou la conduite supervisée, sont exemptées. En fait, ils sont exonérés aussi de formation dans nos véhicules directement, donc dans des véhicules munis de double commande. L'argument pris, Jean-Benoît, vous l'entendez cet argument? Je l'entends, mais il faut savoir que les accompagnateurs qui se sont concernés par ce système de conduite accompagnée ou de conduite
supervisées, ce sont des personnes qui vont vouloir aller au bout du projet, qui accompagnent leurs enfants et qui ne laisseront pas leurs enfants partir comme ça avec n'importe qui. On parle, oui, de la maman, du papa ou du grand-père. À chaque fois que la personne va s'engager dans cette démarche, c'est une véritable démarche d'accompagnement. Et rien ne les empêche, et on a très souvent le cas, sur des rendez-vous pédagogiques où on a plusieurs accompagnateurs qui sont présents. Mais ce n'est pas une obligation, c'est bien ce que je viens de dire. Ça veut dire que si demain un autre accompagnateur se désigne de venir dans les véhicules et qu'il n'a pas subi la formation, il peut totalement le faire. Mais l'enfant qui sera lâché avec son accompagnateur aura eu une formation complète au départ. Il y a une vraie formation qui aura été faite à la base. Par contre, c'est pas la même chose que de prendre la voiture et sortir avec. Sur ça, on se rejoint. C'est pour ça qu'en fait, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que il y ait, en fait, c'est-à-dire qu'on part sur le principe, en fait, qu'à partir de 20 heures de conduite, on puisse donner la possibilité à un apprenti de pouvoir conduire avec son père ou sa mère sur des véhicules de commande. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà. Pour l'instant, en région, vous n'êtes pas trop présents et on va suivre en tout cas attentivement ce qui va se décider ce soir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Et le débat reste ouvert, on l'a vu. Merci Franck. Avant de se quitter, 2 informations. Une première à Dijon ce matin. Les agriculteurs bio ont manifesté devant le conseil régional. Venus de toute la Bourgogne, ils étaient environ 150 à réclamer davantage d'aide et surtout la reconnaissance de leur filière. Ils ont été reçus par les élus en salle des séances. Un sauvetage dans la douleur pour la chocolaterie de Bourgogne et à Dijon. Le tribunal de commerce a choisi un repreneur. Le fonds d'investissement hollandais Varova Nimbus, allié à un spécialiste du cacao ghanéen. Mais le plan s'accompagne de 110 suppressions d'emplois. C'est ainsi que se referme ce journal. On se retrouve ce soir dans le 19-20. Très bon après-midi à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.